Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour Michel, bienvenue sur cet épisode du podcast Humain. Je suis très heureux de t'accueillir, très heureux parce que, et puis à la fois un peu tendu, parce que une fois, l'intervieweur que je suis va interviewer quelqu'un qui pendant 10 ans a interviewé les autres. Et donc, en fait, merci d'être venu et de participer à cet épisode. D'abord, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, bonjour Laurent, bonjour aux auditeurs, ça va bien. Voilà. Ça va vraiment bien. Voilà, c'est une période où le soleil brille en ce moment, donc on est dans une belle période. Et puis les choses vont bien pour moi. Voilà, on est en plein cœur de l'été et enfin voilà, au début d'été, mais c'est vrai que c'est une période où on est un peu plus à l'aise et on a un peu plus de temps pour soi. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et quand on parle de présentation, j'aimerais que tu me dises en particulier comment on devient un spécialiste de l'intelligence relationnelle. Alors, j'ai fait déjà des podcasts sur l'intelligence émotionnelle, sur la pleine conscience. Et l'intelligence relationnelle, ça, je dois reconnaître que c'est assez rare et je sais que tu en as un spécialiste. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi. Un petit peu ce qui t'a amené à devenir l'homme que tu es, et pour ceux qui te connaissent, voient bien un peu quel est ton parcours, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comme à l'accoutumée, nous mettrons les liens dans le descriptif de l'épisode. Parle-nous un petit peu de toi, Michel. Oui, bah écoute, je suis né en 1966 à Toul, et je suis donc fils d'ouvriers immigrés espagnols, hein, donc mes parents sont de Vigo, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, dans les coins là-bas, la Galice, qu'on appelle aussi la Bretagne espagnole, puisque c'est vrai que la culture celte y est vive là-bas, donc dans le nord-ouest de l'Espagne. Mes parents ont immigré en Allemagne, donc dans les années 60, avec un Franco qui était pas commode en Espagne, c'est vrai, donc une dictature qui était pénible pour mon papa notamment. Donc du coup, ils sont partis en Allemagne. En Allemagne, donc il était toujours tailleur sur cristal. Les Allemands étaient à la recherche de tailleurs sur cristal à l'époque. Donc et puis ma sœur, donc Marguerite, est née en Allemagne. Et puis ma maman, qui supportait mal le climat, il faisait vraiment froid, particulièrement froid en Allemagne, ont été prospectés par des Français, parce que la France recherchait également des tailleurs sur cristal, et c'est vrai qu'on est ici en Lorraine, une terre de cristalliers, on va dire, et de verriers, et donc du coup ils sont arrivés à Vannes-le-Châtel, donc la cristallerie Dôme, donc en 66, l'année de ma naissance, et donc je suis le 5e enfant. De là, donc mon papa était jusqu'en retraite à Vannes-le-Châtel, ma maman est restée donc mère au foyer, et puis moi, j'étais à l'école. Alors j'étais à l'école avec Michel Diné, donc l'ancien président du conseil départemental, qui était conseil général à l'époque, et puis Michel Diné, avec qui je me suis vraiment très bien entendu depuis l'âge de 6 ans. Bien avec lui, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la marionnette. Ensuite, quelques années après, j'ai fait de la danse, donc la danse folklorique, puisque il avait monté un groupe qui s'appelait la Guernouille à l'époque, donc à Vannes-le-Châtel. Et puis, voilà, j'ai appris à ses côtés énormément. Certains disaient même que t'es le fils spirituel de Michel Diné. Bon, c'est vrai que ça a été un homme qui m'a apporté énormément, et puis ensuite
j'ai été élu donc à ses côtés à l'époque où il était député maire. Pendant 6 ans, j'ai fait un mandat à ses côtés. Donc tout ça en termes de communication, de relationnel, d'humain, parce que c'était un grand humaniste. Je crois qu'il m'a bien sûr enseigné beaucoup en la matière, Michel Diné. Et puis voilà, j'ai fait quelques études de commerce et je me suis lancé dans le commerce, sachant que à 14 ans, donc Jack Lang, qui devient ministre de la Culture en 81, libère les ondes, et donc du haut de mes 14 ans, on se dit avec des potes, eh bien regarde, la FM se libère, et si on achetait un émetteur d'ondes en modulation de fréquence, et puis du coup on s'est acheté ça. Alors certains créent un groupe de rock, nous, alors là la musique, on n'y connaît rien, moi le chant, la musique c'est vraiment un truc qui, j'adore, j'aime bien écouter, je suis de bon public, mais je sais pas spécialement jouer d'un instrument. Toutefois, être derrière un micro et parler, commenter, ça me va bien. Donc on a créé Radio Cristal, donc on l'avait appelé Radio Cristal. Aujourd'hui, il existe toujours une Radio Cristal, c'est à Épinal. Et puis on avait également Radio Mirabel Saint-Ouen. On a participé avec eux sur Sion, avec notre ami Guy Gauthier, qui est toujours actif également et qui crée des films aujourd'hui, et puis Radio Déclic. Alors Radio Déclic, grâce à notre ami Dominique Potier, le député actuel de la circonscription de Toul, donc il a été un grand, maître d'œuvre de Radio Déclic, et nous derrière on a aussi aidé à monter cette radio. Cette Radio Déclic à Villers-le-Sec, à côté de Toul, s'est professionnalisée pendant que nous, on a fermé, puisqu'on devenait radio pirate, et donc on n'avait plus le droit d'émettre, bien sûr, on devenait hors la loi, donc on a arrêté, et puis tout doucement, je suis parti dans mon activité professionnelle. Oui, alors, merci de ces précisions. Alors moi, j'ignorais, je connais naturellement Radio Déclic, dont tu as été un animateur hebdomadaire toutes les semaines pendant plus de 10 ans, avec Génération New Wave, New Wave années 80, c'est ça ? New Wave années 80. Ouais. C'est vrai que à l'époque, tu vois bien, quand on a créé Radio Cristal, c'était l'époque de Dépêche Mode qui arrivait à fond. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Des gens comme U2, Indochine, qui continuent à faire leur œuvre aujourd'hui. Donc du coup, je me suis dit, allez, nous on appelait ça la New Wave à l'époque. Je me suis dit, tiens, si je crée une émission de radio, et c'est vrai que pendant quelques années, j'ai officié à Radio Déclic, eh bien, je vais l'appeler New Wave années 80. Alors, c'était déjà un petit peu rétro, parce que je crois que tu as dû faire New Wave années 80 de 2010 à 2020, quelque chose comme ça, à peu près. Ouais, à peu près. Donc, ça, les années 80 avaient déjà 30 ans, quoi, en fait. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Oui, alors, mais l'attachement à la cristallerie de Vannes, je le vois bien maintenant. D'un point de vue professionnel, comment ça s'est passé pour toi ? Écoute, d'un point de vue professionnel, moi je suis un grand autodidacte, un grand culotté, et donc du coup, je me suis rendu compte que le commerce était fait pour moi quand je suis allé taper aux portes d'immeubles pour aller vendre des encyclopédies. Eh oui. C'est le livre de Paris achète. Oui. Donc, grande maison s'il en est. Eh oui, c'est vrai. Et donc du coup, c'est là où je me suis révélé, vouloir communiquer, vouloir me dire tiens, qui y a derrière cette porte en toquant à la porte. Il y a des gens, il y a des personnes, et donc je me suis dit je vais convaincre ces personnes de m'acheter mes 10 livres, donc une encyclopédie à des personnes qui n'en avaient pas spécialement besoin ou pas spécialement l'utilité, puisqu'ils ne vous attendent pas au moment-là. Donc on dit souvent dans le commerce, faut avoir un besoin, et là il fallait créer un besoin. Et c'est pour ça que aujourd'hui je dis souvent dans mes interventions de formateurs, le besoin, répondre à un besoin c'est bien, créer un besoin c'est mieux. Alors c'est mieux
dans le sens où quelqu'un qui n'a pas de besoin, notre travail consiste aussi à le créer. C'est quelquefois l'offre qui fait la demande, et chez beaucoup de créateurs, on dit vérifier par une étude de marché s'il y a un marché pour ce que vous allez créer. Et effectivement, c'est important de faire son étude de marché quand on crée son entreprise. Toutefois, on se rend compte aussi qu'on peut créer un marché, on peut créer un besoin. C'est souvent plus long à mettre en œuvre, mais voilà, pour revenir dans l'action commerciale, c'est plus de créer un besoin d'utilité, d'envie, de motivation, et donc voilà, j'ai commencé par le porte-à-porte pour vendre des encyclopédies. D'accord. Donc là, c'est le début de ta carrière. Assez rapidement, non, tu vas faire quelques années, et après tu vas partir dans l'automobile. Ouais, alors, donc, entre-temps, il y a eu l'armée. Ah oui. Juste pour l'info, oui, bien sûr. Il y a eu l'armée, c'est juste parce que, pour moi, ça a été une année importante, notamment parce que c'est là où j'ai découvert, quand on sort de sa campagne également, et aujourd'hui on pourrait se dire, tiens, on aurait dû garder l'armée. Bon, je suis pas là pour polémiquer ou en parler plus longtemps que ça, mais se dire à un moment, découvrir la vie autrement, en Allemagne, donc j'étais à Stettin, dans la forêt noire, pilote de char à MX-30B2 qui a été remplacé par le char Leclerc, qui d'ailleurs va être remplacé également. Pour moi, c'est apprendre quelque chose, et je me suis dit, quitte à me faire chier un an à l'armée, je me dis que autant que j'apprenne quelque chose, parce que on apprend tous les jours, bien sûr, et c'était important pour moi, du haut de mes 20 et quelques années, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc j'ai fait un an d'armée en plein milieu des ventes de livres. Donc je fais 3 ans et demi de vente de livres. Au milieu, il y avait un an d'armée. Et puis après, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse autre chose. Il faut que j'aille voir autre chose. Et je me suis retrouvé dans l'automobile. Et effectivement. D'accord. Comment on arrive à dans ce métier de... Je vais dire le mot qui est le métier de vendeur, parce que beaucoup de gens l'enrobent alors sur des genres appellations technico-commerciales, ingénieur commercial, etc. Ça reste de la vente. C'est vrai. On peut en être... Enfin voilà. C'est vrai. Je pense que les vendeurs en sont fiers, d'ailleurs, je suis vendeur. Oui. Comment on arrive à ce métier tu m'as parlé de ton parcours autodidacte, mais tu aurais pu faire, en somme toute, beaucoup de choses. Ton appétence relationnelle, puisque c'est parti sur, assez rapidement tu as parlé de théâtre, et puis tu étais au début des radios libres, 14 ans, lancer sa première radio libre, même c'est déjà super. Aujourd'hui, il n'y a plus de radio libre. Les podcasts remplacent finalement les radios libres, parce qu'on a cette liberté de la ligne éditoriale, et puis de ce que l'on veut y mettre, même si tout cela est contrôlé. Comment c'est venu, en fait, cette appétence pour le commercial, la vente, et puis, naturellement, on viendra plus tard sur comment tu en as fait un métier, parce qu'aujourd'hui, Michel est un des spécialiste du développement des potentiels commerciaux, du potentiel commercial, et c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. J'en parle pour nos auditeurs qui en particulier me disent au quotidien, non mais c'est important, parce que je vois tellement de personnes que je peux côtoyer, profession libérale, jeunes consultants qui souffrent de ce manque, j'ai envie de dire, de cordes à leur arc, et qui sont toujours à la recherche de comment je peux optimiser mon potentiel commercial. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard, mais comment ça t'est venu? Est-ce que c'est assez naturel? Est-ce qu'il y a une formation? Voilà, même si moi j'ai des éléments de réponse, mais j'aimerais bien avoir les tiens. C'est toi le spécialiste. Moi, j'aurais tendance à te répondre que j'aime les gens. J'aime les gens, j'aime l'humain. Pour moi, c'est ça qui a tout, qui m'a permis, en fait, de me nourrir, avec bien sûr les compétences qu'il faut derrière. Mais aimer les gens, tout commence par ça. Moi, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, j'aime bien aller au-devant des personnes. Alors, j'aurais même tendance à dire que la jeunesse permet l'insouciance, permet l'inconscience, et je dis ça parce que avec les années qui passent,
j'ai l'impression de me poser beaucoup plus de questions existentielles aujourd'hui, d'analyser sûrement trop par rapport à ce que j'ai vécu dans les années 80, 90, c'est-à-dire cette spontanéité également qui peut disparaître, soyons clairs, hein, et je souhaite là-dessus être clair avec toi. Voilà, cette sensation-là, je sens depuis quelques années que je me pose beaucoup plus de questions, mais parce que j'ai aussi beaucoup transmis, je transmets aussi beaucoup aujourd'hui la stratégie, et donc de se dire, en fait, une stratégie, ça veut dire aussi se préparer. Et aujourd'hui, c'est sûrement ça qui m'enlève de la spontanéité que j'ai eue dans ces années 80. Aujourd'hui, j'aime toujours les personnes de la même manière. Toutefois, c'est vrai, je suis plus stratège aujourd'hui qu'hier, et donc du coup, peut-être que si j'avais ces questions-là à l'époque, peut-être que j'aurais freiné beaucoup plus. Et moi, je trouve intéressant, et c'est pour ça que je m'entoure souvent de jeunes au sein de mes collaborateurs, qui m'apportent cette spontanéité, cette jeunesse, cette insouciance qui ressemble quelquefois à de l'inconscience, et on se dit, mais t'es vraiment inconscient de dire ça. Puis là, on se dit, ouais, mais quelque part, il a raison. Bah oui, parce que lui, il l'a pas mesuré, il l'a pas calculé, et pourtant, ça lui permet d'ouvrir des portes, de faire des choses que nous, quelquefois, du haut de nos 50 ans, on analyse tout, on découpe quelquefois les cheveux en quatre, peut-être trop. Donc du coup, voilà, c'est de trouver, et c'est sûrement ça qui m'a aidé à l'époque, et chaque chose en son temps, et chaque temps a sa chose, ça c'est sûr. Oui, ça c'est... Je sais que tu es fan de citations, alors il y en a quelques-unes que je vous inviterai à aller découvrir si demain vous allez vous connecter sur les réseaux de Michel, notamment il y en a une que j'ai découverte, que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas, c'est le vendeur qui n'est pas cru est un vendeur cuit, je crois. C'est vrai, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Elle m'a beaucoup amusé. S'il ne croit pas en son produit, en tous les cas, si on ne le croit pas, ça veut dire qu'on jamais on va y arriver. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut un talent naturel pour être un bon commercial, ou est-ce que finalement ça s'apprend, ou est-ce que finalement il y a quelque chose qui est du domaine de la mathématique? Moi, je me souviens aussi dans mes premières années d'avoir tapé les portes, et je savais que j'avais un oui toutes les 50 portes. Je faisais une vente toutes les 50 portes. Donc je disais toujours à l'époque, je calculais, non, un peu moins de 50 portes, c'était 40. J'ai calculé que ça me rapportait 50 francs le coup de sonnette, quand j'ai débuté aussi, moi. Ouais. Donc ça faisait, chaque sonnette, ça me rapportait 50 francs. Donc qu'on me dise oui, non, qu'on m'ouvre pas, ma mathématique était imparable. Oui. Alors, au-delà de la boutade et au-delà de l'anecdote, est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il faut un talent naturel? Parce que beaucoup de gens me disent, ah ouais, mais tu comprends, moi je suis pas doué pour ça, ou j'ai pas de talent pour ça, ou lui, il a du bagou. Et finalement, moi j'ai toujours eu le sentiment que le bagou, tout ça, c'était la partie émergée de l'iceberg. Et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir un professionnel en face de moi qui peut-être peut donner un éclairage qui peut être à la fois rassurant peut-être pour l'ensemble des auditeurs. Ouais. Alors, j'aurais tendance à dire que tout est bon dans le cochon, mais également tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. On parle de talent. On sait très bien, si je donne l'exemple et on est aujourd'hui dans un studio d'enregistrement, où Greg... On est toujours chez Flash Productions. Ouais, c'est vrai, chez Flash Productions, chez notre ami Greg. Et donc, on sait très bien que quand vous avez un concours comme The Voice, si je donne cet exemple-là parce qu'on est aussi dans un studio, il y a des gens qui sont chanteurs sans avoir appris à chanter. Et là, on retrouve des personnes qui ont du talent, qui ont un don, et on sait que ça va les limiter pour pouvoir se développer et pour pouvoir aller plus haut, je dirais, et aller beaucoup plus loin. Et puis, il y a ceux qui ont la méthode, qui ont tout le savoir-faire, mais qui n'ont pas le talent. Et on sait que eux, il va falloir qu'ils travaillent leur personnalité, leurs soft skills. C'est très tendance aujourd'hui, notamment dans les recrutements, de parler de soft skills. Si je reviens sur la fonction vente ou la fonction commerciale, j'aurais tendance à dire que le talent va vous aider, va nous aider, bien sûr, le don, la communication facile, le feeling, voilà, une élocution facile, oui, va
va nous aider. La seule chose, c'est que ça va nous limiter à un moment si derrière il n'y a pas les compétences, si ce n'est les connaissances. Alors moi je fais bien la différence entre connaissances et compétences, et on sait combien on travaille nous en formation professionnelle sur les compétences. Pourquoi ? Parce que les connaissances, on met ça plus dans la théorie, c'est-à-dire que aujourd'hui avec Internet, on sait à peu près tout sur tout. Genre celui qui veut savoir quelque chose, alors là il tape sur Google et il est son ami, et là il sait à peu près tout sur tout. Est-ce que ça le rend plus compétent ? Non, ça le rend plus connaissant, c'est-à-dire qu'il connaît les choses. En théorie, il est informé, d'accord ? Mais il n'est pas spécialement formé, il n'a pas spécialement les compétences. Et c'est toute la différence entre je le sais, mais est-ce que je le fais ? Et c'est là où je trouve que quelqu'un qui a les compétences nécessaires en plus du charisme, du talent, du savoir-être, du soft skills, il a tout à gagner. Celui qui ne les a pas, ça s'acquiert. Ça s'acquiert et la compétence commerciale s'acquiert. Alors on sait, par exemple, si on prend le créateur d'entreprise, que créer c'est bien, mais durer c'est mieux. Ah oui. Et c'est pas parce qu'on a créé qu'on va durer, c'est de se dire j'ai créé mon entreprise en créant des savoir-faire, en créant des produits ou tout simplement en faisant du commerce, achat, revente. Toutefois, il faut savoir les vendre au-delà de les avoir achetés. Et ça s'apprend énormément. Celui qui apprend à vendre, à se vendre, en général, a bien sûr les résultats escomptés derrière. S'il attend que les clients achètent sans que lui sache vendre, il va fermer au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, en disant « Ah ouais, mais bon, tu sais, les clients ceci, la conjoncture cela, Ouais, mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que tu as perdu du temps, tu aurais mieux fait d'apprendre à vendre, à mettre en place des méthodes, des compétences, et là, je t'assure que tu aurais tiré ton épingle du jeu. Donc la vente est faite pour tout le monde. L'autodidacte, celui qui aime les gens comme moi, mais également celui qui se dit « Ouais, moi c'est pas que j'aime bien les gens, mais j'aimerais bien savoir vendre mes prestations de service. » Mais oui, tu as le droit d'être ce que tu es. Enfin, il faut que chacun, et ce sont nos différences qui font notre richesse aujourd'hui, donc reste ce que tu es, d'accord ? Toutefois, mets en place les méthodes nécessaires, les compétences nécessaires. Vendre, ça s'apprend, c'est sûr, ça s'apprend. Bien sûr que si vous avez le talent, si vous avez le don, le feeling, le savoir-être, mais tant mieux, vous aurez une longueur d'avance, je dirais, par rapport à celui qui n'en a pas. Oui, ça veut dire en fait, c'est vrai que je t'écoute et je me dis, mais on ne dit pas ça assez, finalement, je pense à toutes les organisations, toutes les personnes qui accompagnent la création d'entreprises ou même l'entrepreneur. On n'y a pas finalement de module réellement dédié ou d'orientation sur maintenant vous avez de l'expertise, vous créez votre entreprise. Alors il y en a si on cherche sur Internet, mais il devrait peut-être avoir effectivement quelque chose de plus marqué. Comme si finalement vendre son produit, sa compétence est quelque chose qui serait pas noble. Voilà, j'ai le sentiment que c'est un peu ça finalement. Ouais. Alors toi maintenant, après ton expérience dans l'automobile, et ça fait maintenant ça fait 20 ans bientôt Silcom. Silcom, oui, 21 ans. 21 ans, ouais, voilà, ça fait plus de 21 ans. Ouais, voilà, ouais. Donc 21 ans Silcom, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à passer justement à aller dans la transmission et aujourd'hui même aller de parler d'identité numérique, tu travailles, Silcom a su évoluer, tu as évolué, c'est aussi ça qui est intéressant finalement, parce que j'imagine que le commercial aujourd'hui, c'est différent d'il y a une vingtaine d'années. Oui. Écoute, ayant fait donc cette petite dizaine d'années, on va dire, dans l'automobile, j'avais régulièrement des stagiaires et mon patron de l'époque dit « Ah Michel, on vous envoie le nouveau salarié, le stagiaire, parce que vous êtes un bon pédagogue, tout le monde trouve que vous aidez bien les personnes qui arrivent dans l'entreprise à se mettre dans le bain, vous leur apprenez bien à vendre, vous le savez comme moi, ils arrivent avec plein de diplômes, ils savent toujours rien vendre. » Alors ça, je l'ai
j'ai entendu des dizaines de fois. D'ailleurs, ça a dû m'imprégner dans le cerveau, plus ou moins inconsciemment. Ils ont bourré de diplômes et ils savent rien vendre. Je dis, bon, ok, écoutez, on va voir. Après, si ça apprenait à l'école, ça se saurait aussi à vendre. Mais en tout cas, je vais m'en occuper. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, transmettre, former, ça a l'air d'être mon truc, sans avoir une formation de formateur à l'époque, hein, bien sûr, puisque j'étais encore dans l'automobile. Alors du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'évolue, j'avais une bonne trentaine d'années, je me dis, tiens, faut que je passe à autre chose. Et donc, je suis rentré dans une société textile, où j'ai vendu en recrutant et formant des vendeuses. C'est-à-dire, je vendais du textile, et j'ai recruté et formé des vendeuses. Alors l'avantage, c'est que c'était des femmes... Voilà, c'était sympa, c'était vraiment agréable et également de travailler également de cette manière-là. Et puis je me suis dit, mais Michel, regarde bien, tu fais du recrutement pour cette société et tu formes des vendeuses tout en vendant, hein, puisque j'aimais bien aussi faire ce que je dis et dire ce que je fais. Donc et ça, c'est pour moi, c'est important et c'est primordial. Et donc du coup, je me suis dit, je vais créer mon organisme de formation professionnelle. Au vu de tout ça, je crois qu'il est temps que j'y passe, et donc je me suis renseigné sur le monde de la formation professionnelle donc en 2000, et en avril 2000, je me suis dit, allez, c'est parti, je crée l'organisme de formation Cabinet Silcom. D'accord. Aujourd'hui, tu accompagnes aussi bien des stagiaires, mais aussi, je l'ai vu, des repreneurs d'entreprises, des créateurs d'entreprises. Comment ça se passe ? Écoute, ça se passe bien. Alors, j'aurais tendance à dire avec 20 ans d'existence, oui, on peut imaginer, même avec deux crises comme celle qu'on vient de connaître et celle de 2008-2009 qui n'était pas non plus piquée des hannetons, c'est vrai, comme dirait l'autre. Et alors, comme tout créateur d'entreprise, toute création oblige à mettre en place une stratégie, et en général, ça se développe ou ça émerge plus ou moins sérieusement en 2 ans. Je crois qu'aujourd'hui, et comme il y a quelques années, il faut 2 à 5 ans pour se dire, ça y est, l'entreprise prend son envol. Alors pourquoi 2 à 5 ans ? Parce qu'il faut créer sa clientèle, il faut créer sa réputation, il faut créer son nom, il faut savoir aussi dans quelle direction aller. On fait tous des études de marché. Toutefois, on se rend compte que les choses ne se passent pas comme dans les études de marché. Ça marche pas comme ça. Ouais. Toutefois, c'est important de le faire, ne serait-ce que pour partir dans une direction. Et après, se dire, à ce que je vois, il faut que je parte dans une autre direction. Effectivement, il faut s'adapter, et je crois que là on en parle beaucoup de l'adaptation, et donc être adaptable. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 5 ans à peu près, voilà, la croisière était partie pour des années et des années, et bienvenue dans mon bateau dans lequel je navigue depuis, c'est vrai, plus de 21 ans, et c'est vrai que j'ai fait un sacré bout de chemin. Et là, je te renvoie la question, parce que j'ai plus la question en tête. Tu m'as demandé quoi, Laurent ? Tu es parti. Je te disais que tu accompagnes, comment ça se passe, accompagner les créateurs, les repreneurs d'entreprises. Parce que, tu dis 2 à 5 ans. J'ai le souvenir que le cabinet Balthazar avait fait une étude aussi là-dessus, disait, dans leur business development, c'est au bout de 7 ans où c'est vraiment bien ce que l'on fait. Vrai. Ça fait toujours peur aussi aux créateurs, ça, parce qu'ils disent, il faut que j'attende 7 ans pour savoir où j'en suis. J'ai l'impression de savoir. Donc, aujourd'hui, tu accompagnes les créateurs, mais aussi les repreneurs d'entreprise. Je sais que tu as aussi des engagements, ou en tous les cas tu les avais à la CPME. Toujours. Tu étais toujours très actif. Je me demande même si à un moment tu n'étais pas aussi au DCF aussi, m'a semblé. DCF, je suis très sympathisant, un des dirigeants commerciaux de France. Ouais. En fait, la France a tout pour réussir. Ouais. Et ça, c'est le leitmotiv, je dirais, d'une célèbre radio, qui parle beaucoup de business. Mais effectivement, on sait très bien qu'une entreprise sans client est une entreprise qui est vouée à mourir. En dehors des fonctionnaires, avec tout le respect que j'ai pour nos amis fonctionnaires, une entreprise, c'est une entreprise à but lucratif, et puis les associations qui sont importantes également dans notre pays. Moi, je parle bien des entreprises privées, et de celui qui crée une entreprise privée, il a besoin de toute façon de clients, et pour nous, c'est le client qui fait notre paye à la fin du mois. Alors quand vous dites d'ailleurs à un étudiant
qui te fait la paye à la fin du mois ou qui va te faire la paye à la fin du mois, qui vous répond que c'est son patron, quand on va un peu plus loin avec lui et qu'on lui dit et qu'est-ce que tu penses du client, et là il se dit ah ouais, effectivement c'est vrai que si on n'a pas de client, en fait il n'y a pas d'argent, et donc notre patron ne peut pas faire la feuille de paye et ne peut pas faire le chèque ou le virement nécessaire. Voilà, c'est exactement ça. Et quand on a compris ça, et tu sais, j'évoquais mon papa qui hélas nous a quittés, tailleur sur cristal. Quand j'allais le voir dans son atelier à l'usine de Vannes-le-Châtel, qui existe d'ailleurs toujours, puisque c'est la cristallerie Dôme aujourd'hui, pâte de verre, puisqu'ils ne font plus que la pâte de verre. Ma sœur est là-bas, est toujours là-bas, et je lui dis tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vois mon fils, je taille des verres, et tu vois au millième près, et quand je le voyais faire, je me dis oh là là, mais moi j'arriverai jamais à faire ça, et j'avais 10 ans, et donc je savais pas exactement ce que j'allais faire encore à l'âge là, mais qui me dit tu vois, faut que le client soit content de la taille que je vais faire, parce que c'est lui qui va nous acheter ces verres là, et s'il est content, du coup moi j'ai un salaire aussi à la fin du mois. Alors tu vois, c'est des messages comme ça par un ouvrier, puisque aujourd'hui on dirait qu'un tailleur sur cristal c'est un artiste. À l'époque, ce sont des ouvriers, le mot qui m'est venu quand on parlait, les uns à côté des autres. Ah ouais, à l'époque ils étaient entre guillemets à la chaîne, les uns à côté des autres. Alors, t'es aussi un spécialiste de la prestation de services intellectuels, de la vente de prestations de services intellectuels. Vendre un verre de chez Dôme ou une pâte de verre de chez Dôme, c'est des outils, maintenant des choses prestigieuses, mais vendre de la prestation de services intellectuels, ça, t'en as fait ta spécialité aussi à une époque. Encore une fois, j'ai beaucoup de confrères et de jeunes consoeurs autour de moi qui régulièrement me font part de leurs difficultés. Alors, ils passent tous par j'ai envie de dire maintenant la base, le site internet, les cartes de visite. Comment est-ce qu'on devient je vais dire le mot, un as de la vente, ou en tous les cas, quelqu'un qui a des habiletés relationnelles permettant de vendre ses prestations de services intellectuels. Est-ce que tu as des tips, par exemple, des trucs, astuces, des choses comme ça? Ouais. Pendant longtemps, on s'est demandé comment vendre des produits, sachant que le produit est quelque chose de fini, et où on doit chercher des arguments sur un produit fini comparable souvent à un autre produit fini. Et on a dit à ces personnes, vendez la prestation de service qu'il y a autour de ce produit. Aujourd'hui, les prestataires de services, eux, on leur dit, vous avez une prestation de service, sachez qu'il y en a qui se battraient pour vendre de la prestation de service, parce que quand ils vendent des produits, le produit est fini, et si je prends l'exemple de l'automobile, simplement parce que tous nos auditeurs, j'imagine, ont une voiture, ou en tout cas ont quelque chose autour de l'automobile, vous prenez un gabarit identique, ce qu'on appelle les segments, donc dans l'automobile, avec telle marque BMW à côté de telle marque Peugeot. Pourquoi, pour un même segment, la BMW se vendra aussi bien, si ce n'est mieux, que la Peugeot, qui sera nettement à un prix inférieur, normalement, on est d'accord, si je prends quelques cas segment, comme ça, du même segment en tout cas, et donc du coup, voilà, il va falloir vendre la prestation qu'il y a autour, la renommée, la réputation. En fait, on se rend compte qu'on ne vend plus le produit, on vend tout ce qu'il y a autour. C'est pareil pour des prestataires de services. Il faut vraiment mettre en avant tout ce qu'ils proposent autour du cœur de leur prestation elle-même. Oui, donc si j'entends bien, ça voudrait dire que le prestataire de services intellectuels doit aussi réfléchir à qu'est-ce que je mets en plus qui va renforcer la notoriété de ma prestation. Comment finalement je vais habiller tout ça pour faire que ma prestation devienne, on parlait de marque de voiture, une prestation premium, quelque chose comme ça, qui se monétise mieux et qui me permette en plus d'avoir des marges de discussion, de manœuvre plus importantes. C'est ça. Oui, bien sûr. On a, pour compléter ta demande, on a une richesse vocabulaire française qui est extraordinaire. Et je trouve surprenant qu'il y ait encore quelques personnes qui se mettent
à oublier, je dirais, des adjectifs qualificatifs, des mots de la langue française qui est vraiment riche en la matière. On peut aller chercher vraiment du vocabulaire, on peut aller chercher ce qu'on appelle nous des arguments. Oui, mais dans ces fondamentaux-là, des fois on se perd dans des choses où on se dit à un moment, tiens, comment ça se fait que je suis allé chercher ce mot-là tandis que j'aurais pu dire un autre mot. Et oui, on a une chance inouïe en France, c'est d'avoir un beau vocabulaire riche, positif également, et qu'on peut mettre en valeur. Eh bien, il faut aussi utiliser la richesse de notre vocabulaire français. Voilà qui fera plaisir à Yves Richer, qui était mon invité dans un épisode précédent, qui est vraiment un spécialiste de la langue et des mots et de la précision des mots. Tout à fait. Il y a beaucoup de... Est-ce qu'on fait en continu encore là, je parle vraiment, c'est une question où j'ai pas la réponse. Je sais que tu as beaucoup formé sur le téléphone, qui est un outil qui fait peur. Est-ce que ça marche encore, ça, le téléphone ? Est-ce que c'est une question que je me pose aujourd'hui, en 2021. Est-ce que finalement, on continue encore à travailler avec le téléphone ? Alors, avec ce qu'on vient de vivre, parce qu'en plus, pour le coup, c'est exactement ça. Avec la pandémie qu'on vient de vivre, avec la situation qu'on vient de vivre aujourd'hui, en gros, il fallait pas s'approcher les uns des autres, il fallait pas... Le téléphone est revenu en force, mais d'une force de ouf. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je formais bien sûr à la communication téléphonique avant Covid. Eh bien, j'ai formé pendant le Covid encore plus. Alors, bien sûr, en retirant le premier confinement qui a été le plus pénible, mais je crois pour tout le monde, parce que ça a été une vraie découverte en mars 2020. Et donc, du coup, c'est de se dire, ok, là, on peut retirer ces 2-3 mois de flottement, où tout le monde, et moi avec, on s'est demandé à quelle sauce on allait se manger, et donc du coup, voilà. Ensuite, une fois qu'on a repris nos esprits et qu'on s'est dit bon bah ok, on va s'adapter, et donc l'homme a une faculté d'adaptation extraordinaire. Il faut juste lui donner le temps, bien sûr, mais on s'est tous adaptés à cette situation-là. Eh bien, on s'est rendu compte que le téléphone est un outil extraordinaire parce que c'est les mots, avec la voix, avec l'intonation, et avec ça, le virus, il passe pas, normalement, dans les câbles ou dans les ondes, en principe, le virus, voilà. Donc du coup, c'est vraiment un outil qui nous sert aujourd'hui encore plus qu'hier, sachant que bien sûr, on a découvert ou redécouvert tous Zoom et autres visio, je crois que là-dessus, on a tous... on a tous fait beaucoup de progrès. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès, exactement, Laurent, c'est exactement ça. Mais le téléphone est un super outil. Oui, moi c'est un média que j'apprécie particulièrement, mais j'avais aussi besoin d'avoir finalement ta réponse là-dessus sur le téléphone. Là encore, ça s'apprend, téléphoner à quelqu'un, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Oui, tu sais, alors, je vais te donner une tips très très pratico-pratique parce que j'ai la réputation d'être un formateur chez Silcom, très pratico-pratique. Mais se dire bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, commence déjà par agacer l'interlocuteur qui se dit ça y est, ça y est. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Et en fait, ça s'utilise très bien dans la famille. Et encore, je dire salut Monique, excuse-moi de te déranger. Ouais, bon, que vous fassiez ça à Monique parce que c'est votre tante, ou je ne sais, je sais même pas d'ailleurs si Monique va apprécier le fait qu'elle pourrait même dire ma tante et mon neveu, t'as le droit de m'appeler, quoi. Mais oui, au contraire, je suis bien content. Donc du coup, excusez-moi de vous déranger, vous flingue, entre guillemets, une démarche commerciale. Non pas qu'il faut ne pas être poli, parce qu'il y a rien de poli ou d'impoli dans ce que j'enseigne. C'est de se dire à un moment, mais qu'est-ce que vient faire ces termes-là? Excusez-moi de vous déranger. On dérange toujours quelqu'un, parce que même si la personne dort, on la dérange. Si elle travaille, on la dérange. Si elle fait autre chose, on dérange toujours. Donc de toute façon, si vous faites de la communication téléphonique un de vos outils d'action commerciale, s'il vous plaît, vous pouvez vraiment retirer ces mots d'excuses qui servent à rien. D'accord. Donc ça c'est... Alors, encore une fois, c'est vraiment important de se former. Beaucoup de gens pensent
t'as tort que le commercial, c'est inné, il suffit juste d'avoir du bagou, etc. On se rend compte en discutant avec toi que vraiment, il y a des détails qui peuvent gâcher directement la relation, que c'est un métier, que ça s'apprend. Aujourd'hui, à l'ère du virtuel, quel conseil? Alors, merci pour le conseil sur le téléphone, mais il y en a plein. C'est une mine, effectivement, très pratique d'aller travailler avec Michel. Il vous apprendra plein de choses. Merci. Mais sur le téléphone, maintenant les réseaux sociaux, tu es aussi assez actif sur les réseaux sociaux. Moi, je te suis. Je trouve que ta com est toujours très intéressante. Alors, toujours empreinte de chaleur. Il y a quelque chose de chaleureux dans ce que tu communiques. Là aussi, tu fais de la formation finalement au marketing sur les réseaux sociaux, comment se vendre, comment faire parler de soi. Et beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer me disent « j'ose pas, j'ai peur que, j'aimerais pas avoir un mauvais commentaire ». Finalement, on veut tous avoir des likes, mais pas des hates. Les haters, bien que maintenant, j'ai vu des gens qui voulaient attirer beaucoup de haters parce que ça faisait beaucoup de commentaires. Et donc, quand j'ai beaucoup de commentaires, je remonte en haut des classements. Donc, voilà. Là aussi, il y a quelque chose, ça se travaille. Il y a quelque chose. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs par rapport à ça? Alors effectivement, on anime des formations réseaux sociaux et je disais tout à l'heure que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J'ai souhaité depuis quelques années m'entourer de jeunes parce que cette différence de génération, et il y a une bonne génération de différence entre mes collaborateurs et moi, mes collaborateurs qui ont la vingtaine et qui sont nés, je dirais, avec Internet, avec leur téléphone, c'est le bout de leurs mains, enfin voilà, ils sont nés avec le téléphone à la main, et les réseaux sociaux où nous on a découvert, je dis nous, je te mets avec moi, mais on a découvert de la même génération, voilà, on a découvert il y a 20 ans Internet, et donc c'est de vivre avec son temps, c'est de vivre avec l'outil et pas contre l'outil, parce que c'est vrai que certains disent « Ah, mais tu sais, Michel, du haut de mes 50 ans... » Oui, mais il te reste encore 12 ans, 15 ans avant ta retraite, s'il te plaît, travaille avec, ne travaille pas contre, parce que sinon, tu vas te retrouver avec le fait que les jeunes vont te passer devant, et toi, tu diras « Oh là là, il a les dents bien longues, le jeune... Oui, mais le jeune, voilà, il travaille avec son temps. Il y a sûrement une différence entre toi et ton père qui est en retraite aujourd'hui. Donc cette différence-là, par exemple, ton père a sûrement fait 40 ans dans la même société, les deux pieds dans le même sabot, et quand je pose cette question-là à des gens qui sont trentenaires, quarantenaires ou cinquantenaires, souvent ils me répondent oui. Effectivement, mon père a fait 40 ans dans la même société. Eh bien voilà, et toi, ça fait combien de sociétés que tu fais? Ah, moi j'en fais déjà depuis... Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est que ton père avait la chance ou l'avantage, ou pas, chacun voit midi à sa porte en la matière, mais de pouvoir faire son métier pendant 40 ans à peu près de la même manière. Éventuellement, il a aussi évolué, parce que peut-être qu'à son époque, il y a eu quelques évolutions dans les outils utilisés, voilà. Aujourd'hui, et depuis quelques années, on vit dans un monde qui bouge à une vitesse extraordinaire. On a dû faire là en 20 ans ce que certains ont même pas fait en 50 ans ou voire plus. Donc du coup, depuis une vingtaine d'années, ça bouge énormément. Et donc du coup, c'est à nous remettre à jour, à nous remettre en question et donc à vivre avec son temps. Et j'aurais tendance à dire, si les réseaux sociaux sont un des outils à maîtriser, il faut juste, bien sûr, apprendre à le maîtriser. Tu sais, il y a 3 piliers souvent que je dis et que j'enseigne également au début, notamment pour l'action commerciale comme pour la création d'entreprises, parce que qui dit créateur dit que de toute façon il y aura une action commerciale à un moment, et sinon j'ai bien sûr la population en formation chez Silcom des commerciaux, ingénieurs commerciaux, technico-commerciaux. Quand vous dites à un ingénieur qu'il est commercial, il vous redit qu'il est ingénieur, et quand vous lui dites oui mais bon t'es là pour vendre, il vous redit qu'il est ingénieur, et là on se dit non, mais pourquoi c'est un gros mot pour vous, la fonction vente de votre métier? Ah oui, c'est vrai. Mais oui,
oui, vous avez une expertise technique, Oui. c'est super, c'est génial. Toutefois, il y a la partie commerciale. Et un business manager est un chef des ventes qui a autour de lui des commerciaux. Maintenant qu'on l'appelle business manager, c'est plus valorisant que chef des ventes. Et pourtant, c'est exactement le même métier. Eh bien, un business développeur, c'est pareil, c'est un vendeur qu'on appelle d'une façon anglo-saxonne business développeur. C'est vrai que ça fait plus valorisant que vendeur. Toutefois, c'est un vendeur. Et un vendeur, ça doit savoir vendre. Et la première chose, le premier pilier et tips que j'aurais tendance à dire là à ton micro, Laurent, c'est que la volonté, le fait de oser, c'est déjà le premier pilier. Tu disais tout à l'heure, tiens, il y a des gens qui savent pas trop les réseaux, est-ce que je vais faire une erreur, non mais allez-y, foncez, restez vous-même, mais foncez, parce que si vous commencez à vous poser ce genre de questions existentielles, qui n'avancent pas, recule, comment veux-tu, qu'on avance. On respecte l'heure d'écoute, s'il te plaît. Excusez-moi. Et donc, du coup, bien sûr qu'il faut avoir cette motivation, cette envie de faire les choses et de mettre en place, bien sûr, une action commerciale, par exemple. La volonté, l'envie d'avoir envie, chantée par notre ami Johnny, écrit par Jean-Jacques. Ça, on connaît nos classiques, hein, Laurent. Et c'est vrai que c'est important, bien sûr, de mettre en place cette volonté. Le deuxième pilier important et aussi important, c'est l'organisation, c'est-à-dire l'emploi du temps. C'est-à-dire à quel moment vous allez faire ce travail des réseaux sociaux, du fait d'aller sur les réseaux sociaux, à quel moment? On a tous un biorhythme, on a tous des facilités à un moment du jour, de l'heure, de la nuit, c'est de se dire, tiens, moi j'aime bien à 6h du matin faire, vas-y, fais quelque chose à 6h du matin. D'autres diront, moi je me sens bien entre midi et 2 parce que je me lâche tranquille, je mange un morceau, je prends le temps. Fais une action commerciale, fais une action de communication qui aura bien sûr valeur d'action commerciale le temps de midi. D'autres disent le soir. D'autres également choisissent des moments, tiens, je me sens bien là. Vas-y, parce que dans la formation qu'on enseigne, on dit souvent, il y a des horaires à respecter, il y a des jours et des lunes, hein, c'est comme dit le film, il y a des jours et des lunes, oui, et toutefois c'est peut-être pas votre ça, lune c'est à le vous, louche. c'est peut-être pas, c'est le louche, c'est peut-être pas le vôtre au moment là, et c'est de se dire à un moment, est-ce que j'ai envie de respecter ce que dit les règles de l'art en la matière? Bien sûr que si vous vous adressez à un particulier, parce que vous vendez des prestations de services ou des produits à un particulier, il y a des horaires à respecter par rapport au B2B, c'est-à-dire vendre des produits ou des services à un professionnel. Il y a bien sûr des heures à respecter. En même temps, quand on se lance, je dirais, dans la communication sur les réseaux sociaux, faut aussi respecter son biorhythme et puis se rendre compte à un moment que c'était pas tout compte fait le bon moment. Eh bien, c'est vous qui vous en rendrez compte. Et comme c'est vous, eh bien, vous trouverez plus facilement la solution qui vous correspond plutôt que de vous forcer, entre guillemets, à mettre en place des choses au moment où ça ne vous intéresse pas, où ça vous inspire pas, où votre biorhythme est pas en phase avec vous-même. Moi, j'ai tendance à dire tenter, tester, hein, souvent dans le marketing on dit tester c'est l'adopter, hein, même dans la vente, hein. D'ailleurs hein, on renaît l'automobile, ils ont compris ça depuis déjà de nombreuses années, c'est moi si je fais essayer ma bagnole j'arrive à la vendre. Bien sûr. Oui, c'est quand même une fois que la personne est au volant elle a envie. Elle a envie d'y rester. Elle a envie d'y rester, et notamment quand la voiture le vaut, le mérite largement, puisque on peut imaginer que certaines autres marques disent faut surtout pas que les gens essayent avant. Oui, mais
et en majorité, on va dire, si on prend cette fameuse loi de Pareto, 80% des gens qui essayent une automobile, en général, l'adoptent. Il y a sûrement 20% qui vont se dire, oh là, j'aurais pas dû l'essayer, elle est nulle. Oui, quand vous entendez ça, il vaut mieux pas faire essayer une voiture, parce que ça veut dire que quelque part, c'est pas des voitures à faire essayer. C'est clair. Dans le contenu, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a aussi pour les biorhythmes, tu as raison, mais il y a maintenant des logiciels qui sont assez bien faits. Je le dis, je pense à Later en particulier, qui permet de faire son contenu et de programmer l'heure à laquelle on veut qu'il soit sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas un pro du tout des réseaux sociaux, franchement, et je progresse, comme les gens de ma génération. Et en particulier, est-ce que tu es OK avec ça, de dire qu'il faut du contenu? Tu disais oser, les spécialistes se disent oui. Moi, je me souviens des spécialistes de la vidéo. Alors, on a eu les blogs, maintenant on a les vlogs, donc qui disent osez mettre si votre contenu n'est pas bon, et parce que il va progresser. Si vous lancez pas votre première vidéo, là, les autres vont... Vous ne serez jamais à la perfection, ou si vous attendez la perfection, vous ne le serez jamais, vous n'y arriverez jamais, et vous ne produirez rien. Donc, deux choses, est-ce que c'est vrai, selon toi, qu'il faut vraiment mettre du contenu régulièrement pour attirer l'attention, enfin développer son service, sa prestation de service? Oui, Nelson Mandela disait que soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et donc j'apprends. J'aurais tendance à dire, faut y aller, faut se lancer. Alors bien sûr que on peut programmer des choses. En attendant, on a programmé quelque chose qu'on a réalisé. Donc de toute façon, la réalisation, elle est quand même liée à vous, même si vous le programmez avec des logiciels qui vont faire. Oui, mais le logiciel n'a pas fait votre travail sur le fond, à part, bien sûr, si vous faites faire ça par des prestataires, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi faire ça par des prestataires quand on n'a pas envie de le faire, pas besoin de le faire, ou pas vraiment la motivation de le faire, on peut aussi faire le travail par quelqu'un. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut y aller, faut se lancer, faut produire. Il faut il faut produire et diffuser tout le temps en fait. En termes de réseau, parce que là on a parlé réseaux sociaux, ta spécialité, elle est clairement affichée, naturellement. Ta réputation de formateur et de spécialiste du développement commercial est faite, mais il y a le côté intelligence relationnelle. Alors ce côté intelligence relationnelle, il m'a toujours intéressé, et chez toi, et est-ce que tu as, là encore, pour nos auditeurs qui aiment l'idée de développer leur réseau, est-ce que tu as quelques conseils à donner ou quelques trucs que tu dispenses dans tes formations sur développer son intelligence relationnelle? On entend beaucoup parler d'intelligence émotionnelle, on entend beaucoup parler de différents types de... Mais l'intelligence relationnelle, est-ce que finalement ça se développe, ça se travaille? Et si oui, comment? Écoute, j'aurais tendance à dire, et une chanson... a été, une chanson connue là-dessus, mais c'est la positive attitude. C'est plus facile. Cher à nos anciens premiers ministres. C'est vrai. C'est plus facile d'être négatif que d'être positif, je trouve. Oui, Michel Poulaert le dit bien d'ailleurs dans ses conférences sur l'optimisme. Oui. C'est plus facile de dire, oh là là, Michel, qu'est-ce qu'il fait chaud. Oh là là, Michel, il pleut. Oh là là, mais t'as vu l'orage cette nuit. Oh le feu, il est resté au rouge. Mais j'ai cru qu'il passerait jamais au vert. C'est-à-dire que on a des spécialistes en la matière. Moi, j'aurais tendance à dire, au-delà de côtoyer des personnes positives. Après, on a aussi la famille
famille qu'on a, hein. On peut choisir nos amis, hein, mais la famille, elle est ce qu'elle est. Et voilà, quand on est dans la famille des gens toujours négatifs, moi j'ai la chance d'avoir des gens très positifs autour de nous, mais c'est sûrement aussi parce que, si nous on l'est, peut-être qu'on s'entoure hein, de gens, et les gens le deviennent également. J'aurais tendance à dire la positive attitude et le fait d'être positif irradie énormément aujourd'hui, dans un monde où justement on se dit tiens, la politique ceci, la gauche cela, la droite cela, soyons et restons positifs. Je disais tout à l'heure, la France a tout pour réussir, nous avons tout pour réussir, et j'ai tendance à dire, au-delà de parler de compétences, au moins ayons la bonne attitude. De positivisme dans l'attitude, mais également dans les mots qu'on utilise également. Hein, c'est important d'utiliser les bons mots également. Le poids des mots M-A-U-X au lieu des mots M-O-T-S. Hein, c'est de se dire à un moment, plus nos mots sont positifs, plus on a des gens positifs autour de nous. Alors, il s'agit pas d'être niais, de se dire ouais, en fait, Michel, même quand c'est négatif, faut être positif. Bon, tu sais, je rencontre des gens qui travaillent dans les pompes funèbres et on y est tous à un moment obligés de côtoyer ces gens-là. Je peux vous dire que c'est surprenant de voir des gens qui sont en capacité, au-delà de faire preuve d'empathie, parce que souvent dans tous les manuels de vente, on dit soyez empathique, faites preuve d'empathie. Ouais, mais où est-ce que commence l'empathie, où est-ce qu'elle termine? Parce que si on doit pleurer parce que la personne pleure, il y a un moment où on se dit... alors le but n'est pas non plus de sourire niaisement face à quelqu'un qui est dans le deuil, c'est de se dire à un moment, il attend, et la personne attend aussi une bienveillance, une empathie, mais également une positivité de se dire, allez, on continue, il faut qu'on aille de l'avant, et il faut bien sûr qu'on avance, parce que justement, la situation, aujourd'hui comme avant et encore demain, nous oblige de toute façon à être constamment positif. L'heure avance, hein, ça file, et on va arriver au terme de notre émission. Allez, deux questions encore. La première, avant les questions rituelles de fin, la première, c'est j'aimerais acquérir les outils de l'intelligence relationnelle, faire ma carte de visite vidéo, commencer à communiquer sur les réseaux, avoir une meilleure posture de vendeur. La formation, c'est combien de temps? Qu'est-ce que ça représente en temps, en volume horaire? Là, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, que ce soit, alors bien sûr chez Silcom, mais le lien sera dans le descriptif de l'épisode, mais de manière générale, au-delà de la pratique, les bases. C'est-à-dire que en formation professionnelle, bloquer une personne 2 jours, ça peut être énorme. Hein, et on se rend compte, nous, que venir et accueillir des stagiaires de la formation professionnelle, hein, on est d'accord, 1 à 2 journées par an, c'est déjà beaucoup. Toutefois, c'est ce qu'il faut compter également. Oui, par rapport à des cycles plus. Je m'attendais à plus. Donc, écoute, moi je côtoie. Alors après, chacun vit la formation professionnelle à son niveau. Hein. Ouais. Moi je côtoie des personnes qui me regardent le matin en me disant, et je peux le dire souvent, en me disant, Michel Silva, c'est la première fois que je vois un formateur devant moi. Alors moi je parle bien de formations professionnelles qui sont pas liées aux formations internes des entreprises, parce que, et tant mieux que les entreprises fassent des formations internes sur les fournisseurs qui viennent faire des formations sur leurs produits, sur des choses purement internes. Moi je parle bien de formations professionnelles liées à un formateur extérieur et un organisme de formation extérieure, parce qu'on pourrait imaginer que certaines personnes se disent « Ah non mais moi Michel, tous les jours, j'ai quelqu'un qui me... Non mais j'ose même pas imaginer que ce soit pas le cas. Moi, je parle bien de formation hors les murs. Hors les murs. Hein, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai jamais vu un formateur de ma vie. Et quand un décret de 2014, sous la présidence d'Hollande, dit que l'entreprise a une obligation de former et de formation et de remise à jour des compétences des collaborateurs, bien faisons bien attention qu'un
jour on se retrouve pas au prud'homme avec des salariés qui disent à leur patron, mais monsieur, vous m'avez jamais envoyé en formation, quoi. Genre, moi j'ai jamais vu un formateur de ma vie. Donc du coup, envoyer quelqu'un en formation, vous-même qui nous écoutez aujourd'hui, venir en formation chez Silcom 1 à 2 journées, il y a déjà beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de domaines à appréhender, beaucoup de voilà. Et puis après il y a l'appétence, parce qu'on se rend compte que les gens qui goûtent à la formation professionnelle eh bien reviennent en se disant mais évidemment que j'aurais dû venir avant. D'ailleurs j'entends ça très régulièrement tout le long de l'année. Pourquoi je vous ai pas connu avant? Bien avant, parce que vous avez cru que voilà, ça n'existait pas, que une fois que vous avez votre bac, votre BTS, votre diplôme, en plus il y a aussi beaucoup d'autodidactes qui se forment également sur le tas, mais qui attrapent également les habitudes qu'il faut pas avoir en croyant que ce sont des compétences. Tu en parlais tout à l'heure avec bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je dis souvent, c'est quand tu rentres dans une entreprise, la fameuse bonjour, vous avez rendez-vous. Bah oui, si je viens pas juste comme ça pour me promener. C'est typique. Merci Michel, c'était passionnant. On aurait pu, je pense là, on était parti pour plus longtemps, mais maintenant le format de l'émission fait qu'on arrive à la fin. J'ai mes 2 questions rituelles. La première, c'est si tu avais un livre à nous recommander, quel serait-il? Ah oui. Ah oui. Il est coquin, ce Laurent. C'est vrai. Si j'avais un livre c'est j'en ai plein. Je sais, il m'en faudrait qu'un. Il t'en faudrait qu'un. Le livre rouge de la vente. Le livre rouge de la vente. D'accord. J'ai bien aimé le livre rouge de la vente. Le livre rouge de la vente. Allez je ne le connaissais pas, donc il voilà. est tout petit et il est vraiment surprenant d'efficacité. D'accord. Ce livre-là. Ce sera une découverte aussi pour moi. Et dernière question, avant que je te donne le mot de la fin, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour une prochaine émission? Laurent, tu pourrais inviter quelqu'un, un jeune, parce que moi il me surprend, ce gars-là. C'est Romain Gérard, un joueur du Villers Handball, qui est surprenant parce que c'est un super joueur et en même temps c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir dans la communication, et moi il me surprend, ce jeune d'une bonne vingtaine d'années, et je me dis que ce gars-là à ton micro eh bien a aussi beaucoup de choses du haut de ses 20 et quelques années à dire derrière un micro. Ça sera Romain Gérard. Ce qui montre bien que ce podcast n'a pas de limite d'âge dans un sens ou dans un autre, comme d'ailleurs dans l'équilibre, vous avez pu le remarquer, chers auditeurs, des invités. Merci d'être venu, mon cher Michel. C'était pour moi agréable d'être celui qui te pose les questions, alors que toi, pendant 10 ans, c'est toi qui les posais aux autres. Et je te laisse le mot de la fin. Bon. Eh ben écoute, merci tout d'abord Laurent pour ton invitation. C'est vraiment un plaisir et un réel plaisir de te retrouver, de te voir, de te croiser très très régulièrement. Bravo également pour tout ce que tu fais, parce que je sais que tu es très très actif également, et je sais aussi que tu fais ton travail vraiment d'une manière très très professionnelle. Donc bravo à toi. Merci à Grégory Goldstein qui nous reçoit également, donc le chez petit Flash frère, Production, chez Flash Production à Villers-les-Nancy. Venez enregistrer si vous le souhaitez tout ce que vous avez envie d'enregistrer chez Flash Production. Il fait aussi un excellent travail, mais c'est un frère en frère décidément chez les Goldstein. Et puis merci à vous auditeurs de m'avoir écouté, de nous avoir écouté, et je vous retrouve donc au cabinet Silcom dès que vous le souhaitez. Merci. Vous avez vu, c'est là la dit. Voilà, quand on a un commercial, il sait quand même faire passer ses messages. Merci à tous et à toutes de votre fidélité, de votre soutien. Je profite, puisqu'on a cité Flash Production, pour remercier aussi Laurent Bernat et son studio qui assure souvent la post-production, et quasiment toujours la post-production d'ailleurs.
et qui est le compositeur du jingle. Beaucoup m'avaient demandé d'où venait ce jingle. Il a été composé par Laurent Bernat. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, my face.